Bonjour, merci à Virginie Rio du collectif BAMP de m'interroger sur l'horloge biologique. Je m'appelle Nathalie Massin, je suis endocrinologue de la reproduction et responsable du centre de PMA à l'hôpital intercommunal de Créteil. Alors, comment rester sereine quand on entend le tic-tac d'une horloge biologique ou les mots suivants, le compte à rebours, l'épée de Damoclès, qui sont également utilisés pour parler de l'âge qui passe sur la fertilité de la femme. On a également le slogan « Un enfant si je veux, quand je veux », qui s'est transformé en « Si je peux », et les magazines féminins qui rappellent régulièrement que la fertilité chute à 35 ans, et tout ça est évidemment très angoissant. Et je crois que les femmes sont quand même aujourd'hui essentielles, quasi les seules à porter ce fardeau. Mon avis, c'est d'apporter à chaque personne, que ce soit une femme ou un homme, un conseil personnalisé. En effet, une information trop générale n'apporte pas suffisamment toutes les nuances qui sont nécessaires. Pour informer en général, il y a toujours un processus de simplification qui est obligatoire, c'est le principe du slogan, mais je trouve que cela ne colle pas très bien avec la fertilité parce qu'on est plutôt sur des nuances de gris. Alors, un autre point que sur l'information, ça va être que celle-ci va être perçue vraiment très différemment selon la personnalité de chacun. Par exemple, j'ai vu des femmes de 35 ans qui sont persuadées que leurs ovaires sont périmés, et j'ai vu d'autres femmes de 42 ans qui m'expliquent que le projet de bébé, c'est dans 2 ou 3 ans, voilà, comme les actrices qui s'exposent dans les magazines avec des grossesses très tardives, sans qu'on connaisse réellement toute l'histoire. Bon, la vérité, c'est que oui, effectivement, la fertilité diminue avec l'âge, et que ça c'est chez la femme et chez l'homme. C'est la physiologie humaine. Et donc, j'en profite pour dire que oui, messieurs, votre âge a impact aussi sur les chances grossesse d'une femme, ce qui peut créer une inquiétude supplémentaire pour les femmes. En revanche, cette baisse est plutôt une pente douce qui va lentement augmenter après 35 ans, puis 38 ans, puis 40 ans. Et à mon sens, cette baisse ne doit pas être vue comme une incapacité de conception, mais comme une diminution des chances à chaque cycle. Alors, quelle est la différence comme point de vue? Bien, je pense qu'il faut comprendre que cela prendra un peu plus de temps en moyenne pour avoir un bébé à 35 ans qu'à 25 ans, un peu plus de temps à 38 ans et encore un peu plus de temps à 41 ans. Et du coup, là, on parle du délai pour obtenir une grossesse qui va s'allonger, et c'est ça, je pense, la vérité. À l'instant, j'ai évoqué des nuances de gris, et c'est le problème évidemment quand on parle de statistiques qui ne donnent qu'un chiffre noir et blanc, c'est-à-dire oui ou non. Donc là, aujourd'hui, je vous invite à regarder le verre à moitié plein. Donc les statistiques montrent qu'une femme qui va commencer son projet de bébé à 30 ans a 5% de risque de rester sans enfant. Donc on peut lire 95% de chances d'avoir un enfant. À 35 ans, les statistiques sont de 85% de chances d'avoir un enfant. Et à 40 ans, elles sont de 65%. Donc, ça veut dire quand même que nous avons 2 tiers des femmes qui vont débuter leur projet de conception à 40 ans qui auront un bébé. Donc, c'est quand même loin l'idée de la stérilité définitive à 40 ans. Alors, ce que montrent également ces études, c'est que la PMA reste d'une aide vraiment très minime pour obtenir une grossesse quand elle ne marche pas naturellement, en particulier quand l'âge augmente. Et donc, je pense qu'à mon sens, aujourd'hui, on devrait remplacer le terme horloge biologique par le temps d'essai bébé. Et c'est ce temps d'essai bébé sans succès qui, lui, va être un motif reconnu pour pouvoir avoir une consultation. Car c'est le temps gagné ici, le temps passé à faire un essai bébé, c'est ce temps-là sur lequel on va pouvoir jouer le plus efficacement en assistance médicale à la procréation, PMA, pour diminuer le risque de rester sans enfant. Et puisque l'information doit être simplifiée pour être généralisée, donc moi je propose de remplacer le terme la fertilité chute après 35 ans par après 35 ans, je consulte après 6 mois d'essai bébé, et avant 35 ans, je peux attendre un an. Alors, je viens beaucoup de parler de l'âge, mais vous avez également certainement entendu parler de la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, on va la mesurer soit avec une prise de sang, le taux d'AMH, soit avec une échographie, le compte des follicules, des petits follicules qu'on voit à l'échographie. Alors, c'est souvent un chiffre qui est utilisé à tort comme marqueur de fertilité, et c'est totalement faux. Ce chiffre, il n'est utile que pour les spécialistes de la PMA, pour doser les médicaments qu'ils vont utiliser et avoir une idée assez précise du nombre d'ovocytes qu'ils pourront obtenir et utiliser pour la PMA. À 35 ans, donc, vous avez les chances d'avoir une grossesse d'une femme de 35 ans, que votre réserve soit basse,
à 5-6 follicules ou qu'elle soit normale à 15-20 follicules, et c'est la même chose pour le taux d'AMH. Parce que ce qui fait la grossesse avant tout, c'est la qualité de l'ovocyte. Et ce qui fait la qualité de l'ovocyte, c'est tout un tas de choses, comme l'hygiène de vie, les maladies, l'environnement, mais évidemment, essentiellement, l'âge. Donc un petit aparté concernant la réserve ovarienne, c'est comme pour l'âge, et les chances de conception, elle va diminuer en pente douce. Et en dehors de maladies très particulières, cette évolution, elle n'entraîne pas une ménopause cette évolution n'entraîne pas une ménopause plus tôt quand votre réserve est plus basse, en dehors évidemment de rares exceptions. Donc en image, on peut voir les ovaires comme des petits sacs de billes. Ces billes sont des ovocytes. À la naissance, on a un stock de billes qui est à son maximum, qui est plus ou moins élevé d'une femme à l'autre. Il y a une grande différence qui peut aller d'un facteur 1 à un facteur 20. Mais voilà, à la naissance, le sac est percé et donc on va perdre au fur et à mesure ces ovocytes, donc ces petites billes. Et ce qu'il faut bien comprendre, il faut bien visualiser, c'est que quand la réserve est plus basse, eh bien le trou dans le sac est plus petit, ça veut dire qu'on va perdre moins vite ces ovocytes. Donc quand votre réserve est basse, la pente de perte des ovocytes, elle sera d'autant plus douce, voire inexistante, et les chances de conception vont rester maintenues dans le temps, avec un niveau de réserve plus bas, mais ça ne change rien aux chances de conception. Et c'est la même chose que pour les femmes qui vont avoir une réserve dite normale, qui, elles, perdront finalement un petit peu plus vite, de manière relative. Donc la seule différence qui va être importante pour les femmes qui ont une réserve qui est basse, c'est s'il est nécessaire d'avoir recours à une PMA, parce que dans ces cas-là, effectivement, le nombre d'ovocytes que peut récupérer le praticien va jouer sur les chances de conception et le nombre de tentatives qui pourront être réalisées ou qui devront être réalisées pour obtenir une grossesse. Donc par exemple, quand on a un stock très bas de follicules, on peut vous proposer de faire des inséminations intra-utérines alors que ça sera plus difficile pour faire une fécondation in vitro. Bon, mais au final, avoir besoin d'un recours à la PMA pour concevoir, ça reste qu'une fraction limitée des personnes, et statistiquement 15% des personnes qui sont infertiles. Et donc c'est seulement ces personnes-là qu'on va pouvoir parler d'une double difficulté quand il y a un faible nombre de réserves associées à une moindre qualité, éventuellement une triple difficulté s'il y a également l'âge du monsieur qui montre en compte. Alors, mesurer la réserve ovarienne n'est pas pour autant totalement inutile. C'est pas une boule de cristal qui va prédire vos chances de grossesse aujourd'hui ni demain d'ailleurs, mais elle va permettre de vous conseiller dans votre projet de conception dans le temps, et en particulier sur l'accessibilité à la préservation de la fertilité. Alors, je vous informe si vous ne le savez pas, mais la loi en France autorise désormais la conservation des gamètes par choix personnel, possible aussi bien pour les spermatozoïdes que pour les ovocytes. Donc, pour les femmes, c'est entre 29 ans et 37 ans révolus, c'est-à-dire le premier jour des 37 ans, et pour les hommes, entre 29 et 45 ans pour conserver leurs spermatozoïdes. Alors c'est une avancée majeure pour enlever une partie de la pression mise, surtout aux femmes, sur leur fertilité, mais ce n'est pas la panacée. Donc moi j'aime bien prendre l'image de l'assurance, parce que même une assurance tout risque ne vous couvrira pas contre tous les dommages, c'est-à-dire qu'on peut exiger que vous ayez des ovocytes vitrifiés qui ne garantissent pas pour autant une grossesse. Mais surtout, dans la majeure partie des cas, on prend une assurance qui sert à rien, car vous n'avez pas d'accident de vie, et c'est tant mieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans plus de 90% des cas, et ça ce sont les statistiques des cliniques étrangères, la grossesse arrivera naturellement ou avec une PMA, mais sans utiliser des ovocytes vitrifiés, c'est-à-dire qu'on privilégiera toujours la PMA avec les propres ovocytes actuels. Donc l'intérêt de la conservation va dépendre de plusieurs facteurs, l'âge bien sûr, le niveau de réserve en partie, mais surtout le projet de vie qui, par essence, lui, est personnel à chaque femme. Donc il faut également savoir que la vitrification des ovocytes, c'est pas un don du sang. Elle implique un acte chirurgical après un traitement hormonal d'une quinzaine de jours qui doit parfois être répété plusieurs fois pour obtenir un nombre suffisant d'ovocytes qu'on va estimer autour de 15. Donc les femmes doivent par principe être conseillées personnellement, je pense, dans leur décision de réaliser ou non la préservation de la fertilité, pour que ce soit à la fois à bon escient et également au bon moment.
Et donc, ce moment d'information, c'est aussi l'occasion de rappeler comment préserver naturellement sa fertilité. Par exemple, éviter le tabagisme, qui va diminuer non seulement la qualité, mais également la quantité des ovocytes. Et puis, de questionner son projet de vie. Faut-il ou non, et combien de temps attendre le compagnon idéal, par exemple. Alors pour finir, je pense qu'un professionnel de la reproduction trouvera quasiment toujours une solution à apporter à un projet de conception quand la femme sera avant 45 ans pour se conformer aujourd'hui aux données de la loi. Donc le don de gamètes, en particulier le don d'ovocytes, reste une solution qui est souvent ignorée ou jugée inaccessible, alors que dans mon expérience, voilà, tous les jours, j'ai la preuve que cela peut permettre à une femme ou un homme de construire sa famille, même tardivement, même quand il ou elle pensait avoir rencontré l'amour trop tard. Donc pour conclure et insister sur l'importance de mettre en place le plan fertilité qui a été voté dans la nouvelle loi de bioéthique, je pense que c'est très important de savoir comment fonctionne son corps, donc connaître la physiologie sans angoisse, qu'on soit un garçon ou une fille, et que c'est très important pour pouvoir construire son projet de famille qu'on voudra quand on sera plus grand. Et puis, quand c'est le moment d'envisager un projet parental, eh bien, savoir et s'informer, encore une fois, j'insiste sur personnellement, parce que je trouve que c'est vraiment le secret des choix éclairés. Donc, au-delà de tester la réserve ovarienne, je pense que les professionnels de santé jouent un rôle central de conseil. Ils mériteraient d'être mieux, en tout cas bien formés à ces questions. Et cela fait partie des mesures qui ont été proposées par le professeur Samir Hamama dans son rapport pour le plan fertilité. Voilà, ben, je vous remercie pour votre écoute. Un grand merci à Virginie Rigaud et au collectif Banque pour toutes leurs actions auprès du public, et en particulier concernant la semaine d'information sur l'infertilité, la SSI, qu'ils ont engagée maintenant il y a plusieurs années. Également leur travail auprès des instances et des professionnels de la PMA. C'est très important de pouvoir avoir la vision également des patients. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.